Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais pas faire une intro trop longue parce que j'ai pas le temps et parce que ça ne sert à rien, la vidéo est déjà suffisamment longue comme ça. Mais aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo spéciale sur les TD en fac de droit au deuxième semestre. Je précise, c'est que au deuxième semestre de L1 et dans ma fac à moi qui est donc l'université de Tours. Je vous laisse regarder tout de suite comment je m'organise, je vais vous donner plein de petits conseils etc. parce que les TD c'est la plus grosse partie en fac de droit, clairement qu'on se le dise. J'aurais adoré tomber sur une vidéo comme ça et je pense que ça m'aurait facilité la vie sur bien des aspects. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage et prenez soin de vous, ne sortez pas de chez vous sauf si c'est vraiment très nécessaire pendant ce confinement. Et je vous dis à très bientôt, à tout de suite pour vous et à très bientôt pour moi. Ok, donc au deuxième semestre, en droit constit, on a eu en fait... Oula, désolée si ça bouge. On a eu en fait deux fascicules assez imposants de TD. Du coup, on a eu donc le jaune, que j'ai un peu sali, comme vous pouvez le voir, qui représentait donc les séances 1 à 4 du deuxième semestre. Le deuxième fascicule qui est un peu plus imposant, il fait je crois presque 100 pages. Celui-là il est pour les séances 5 à 8. Donc chaque séance a un nom, donc une séance ça correspond à une semaine. Donc moi mon TD était le jeudi de 10h à midi en droit constitutionnel. Donc nous c'est des TD de 2h à la fac de Tours. Donc ici vous avez les deux fascicules, donc... Fascicule tome 1, ça va être donc sur l'avènement de la 5ème République, le président sous la 5ème République et le gouvernement. Et dans celui-là, vous avez les séances sur le Parlement, la nature du régime, la révision constitutionnelle et le Conseil constitutionnel. Et en général, là, du coup, vous avez vos galops d'essai, donc les semi-partiels. En gros, donc chaque semaine à faire un TD, donc c'est-à-dire une séance, à préparer bien sûr, et après vous allez le corriger en fait pendant les 2 heures. Vous avez des documents dessus, donc là il n'y en avait pas énormément, mais il peut y en avoir beaucoup plus, comme sur le président, il y a 50 pages là-dessus. Ça peut être des extraits de textes, ça peut être des extraits de discours politiques, d'ouvrages, des extraits de manuels de droit constitutionnel, ça peut être aussi des articles de la Constitution. Bon, admettons que vous préparez votre séance numéro 5 qui est sur le Parlement. Donc vous allez à votre séance numéro 5 et le prof vous aura dit la semaine d'avant le travail à faire. Donc là, en l'occurrence, cette semaine-là, c'était une dissertation qui s'appelait le Parlement sous la 5ème République. Du coup, vous avez des documents là pour vous aider, des discours politiques et tout et tout. Vous avez aussi parfois des schémas, comme vous pouvez le voir, avec des extraits d'ouvrages. Vous n'êtes pas obligé vous êtes obligé de faire votre séance de TD, bien sûr, pour chaque semaine. Mais vous n'êtes pas obligé de consulter forcément les textes des plaquettes. Ça c'est vraiment pour vous aider. Parfois c'est très utile parce que c'est en droit, on a beaucoup de mal à trouver des infos sur internet. Donc du coup avoir des plaquettes comme ça aussi fournies, c'est parfois très utile, notamment pour faire les introductions, pour faire les accroches, mais aussi pour parfois développer. Par exemple pour le truc sur le Parlement. Moi cette semaine-là j'avais beaucoup utilisé ce document-là, qui est sur la réforme de 2008 et sur la revalorisation du Parlement, parce que je trouvais pas beaucoup d'infos sur internet là-dessus. Du coup, nous, comment ça s'organisait? En fait, on avait une semaine sur deux un commentaire et une semaine sur deux une dissertation. Ça tout dépend de votre chargé de TD1. Sinon, pour les notations, on a changé de prof de CM entre les deux semestres, mais pas de TD. Et les modalités étaient les mêmes. C'est-à-dire que, en gros, on avait donc la moitié de notre note, c'est notre partiel, et l'autre moitié, c'est nos TD. Et dans notre note de TD, donc c'est très important les TD, sachant que notre moyenne générale de TD peut être majorée de jusqu'à 2 points en fonction de notre participation orale, ou minorée d'ailleurs, si vous participez pas. C'est constitué, donc nous, au deuxième semestre, on a notre note de galop d'essai. Donc moi, mon galop d'essai, j'ai eu 11, je crois. Pour la moitié de notre note de TD, c'est-à-dire un quart de notre note finale. Faut faire un peu des maths, des fois en droit. L'autre moitié, ça va être donc des interros de cours, donc QCM ou interros de questions de cours. Normalement, c'est 2 par semestre. Nous, là, à cause du confinement, on a pu en faire qu'une seule et j'avais eu 16. Et une note de un devoir que vous allez rendre des plaquettes. Donc vous en rendez un pendant tout le semestre sur les 8. Et il va être noté. Vous pouvez en rendre 2 si votre note est trop mauvaise. Moi j'ai eu 8, ce qui est plutôt bien pour une note de TD. En général les moyennes tournent plus autour de 5, 6 sur 20. Mais pour vous donner de l'espoir, au premier semestre j'en ai rendu une où j'ai eu 4 et une où j'ai eu 3. Donc voilà, et j'ai réussi à valider le droit constit quand même à 10. On devait en rendre 1 sur 8. Par contre vous êtes censé les avoir fait bien sûr toutes les semaines. Donc le prof peut ramasser au hasard. Ça m'est arrivé une fois.
Et je l'avais pas fait cette semaine-là, bien sûr. Ça demande quand même pas mal de boulot parce qu'une disserte ou un commentaire par semaine, c'est pas forcément évident. Mon dossier droit constitue dans mon ordi, j'ai un truc CM et un truc TD et à côté la constitution. Du coup, ma disserte a donné ça. Celle-là, j'ai eu 8. C'est celle que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà. Et moi, je préfère toujours faire les dissertes que les commentaires, mais ça, c'est vraiment très personnel. Il y a une méthode hyper précise. Vous l'apprendrez en droit de toute façon. On vous fera une séance entièrement sur la méthode au premier semestre. Dans l'introduction, vous avez à chaque fois 8 parties précises dans une introduction. Les intros en droit, il faut savoir qu'elles sont très longues, environ un tiers du devoir. Et voilà, mais il faut beaucoup passer de temps sur les intros et sur les plans et sur aussi les titres, parce qu'ils font super attention aux titres. Il y a des trucs interdits dans les titres, etc. Après tout ça, franchement, votre chargé TD vous détaillera tout. Concernant maintenant le droit de la famille, donc le droit civil, donc on a en gros étudié en grande partie donc le couple, donc tout ce qui est concubinage, pax, mariage, fiançailles, divorce, régime matrimoniaux. Et ensuite on a fait toute une seconde partie du coup sur l'enfant. Donc avec dedans tout ce qui est filiation charnelle, donc c'est-à-dire l'accouchement sous X, présomption de paternité, possession d'état, enfant pupille de l'état, contestation de la filiation, aussi tout ce qui est expertise biologique. Concernant les TD, parce que c'est ce qui nous intéresse, mais ça se base toujours sur le CM. J'ai tendance à pas vraiment vous conseiller forcément de vraiment beaucoup vraiment vous appuyer sur votre CM parce que c'est en général pas super détaillé parce qu'elle n'a pas le temps de la prof de tout détailler sur absolument tout. C'est quand même long le programme, il y a beaucoup de choses à voir. Et les TD, le problème c'est que c'est quand même très spécifique. Parfois on a des arrêts qui sont sur des thèmes très précis qu'on n'a pas du tout abordé en CM. Ça va être très compliqué d'y répondre si vous n'avez pas de livre. Parce qu'en droit, on n'a quasi rien sur internet. Ou alors faut payer, mais c'est très très rare. Et en général, ce qu'il y a, c'est pas de super bonne qualité. Je vous ai déjà beaucoup parlé d'ouvrages dans mes low vlogs. Si vous cherchez des ouvrages bons en droit de la famille, mais aussi en droit constit, je vous conseille vraiment d'aller voir mes low vlogs. Mais je vais le répéter ici, parce que c'est une vidéo spéciale TD. Et pour moi, il n'y a pas de TD sans livre, clairement. D'abord, bien sûr, notre petit code, c'est la base de la base. Je vous conseille vraiment, surtout en droit de la famille, de prendre le dernier code qui est sorti. C'est vraiment important. Des fois il y a des lois, comme là par exemple du coup la loi de la justice du 23 mars 2019 en droit de la famille, elle est très importante, notamment en termes de divorce. Donc vraiment je vous conseille de vraiment prendre les dernières éditions. Et en droit de la famille il faut toujours prendre des livres assez récents, le plus récent possible. Franchement 2020 c'est le mieux parce que ça évolue très rapidement. Je vous conseille aussi de réviser vos TD avec faire vos TD avec votre code civil. C'est super important parce que sinon vous apprendrez jamais à l'utiliser. En fait c'est pas difficile d'utiliser le code. Vous verrez au début ça paraît impossible, genre quand tu ouvres tu te dis mais what. C'est écrit en minuscules, il y a 1 milliard d'annotations de trucs, tu comprends rien du tout. Mais en fait, on s'y retrouve très vite. Comme ça vous permet aussi d'annoter les articles importants que vous voyez pendant vos TD, etc. Je vais vous donner une petite astuce après pour annoter vos TD. Je vous conseille vraiment, surtout que le code civil, normalement, dans la plupart des facs, en tout cas à Tours, vous l'avez pendant votre partiel. Ce qui est quand même une bible pour nous, clairement. Petit post-it. Moi, je suis un peu psychorigide des post-it, j'adore ça. Par contre, j'aime pas quand ils sont pas transparents. Donc, vous voyez, moi j'aime bien quand genre ils sont comme ça, qu'on voit à travers. Et j'ai que des comme ça en fait. On voit toujours à travers mes post-it, sinon ça, je sais pas, j'ai un peu un problème avec les post-it. J'ai des plaquettes comme ça de post-it, il y en a pas mal quand même, j'ai dû en acheter une centaine. Et je réutilise toujours les mêmes pour pas trop les gâcher, mais je les ai achetés à 3 € les 5 plaquettes sur Amazon. Donc je vous conseille vraiment d'acheter ceux-là plutôt que ceux de la marque Post-it parce que il y en a aussi encore plus sur AliExpress, il y en a avec des motifs et tout qui sont pas chers du tout, c'est 1 €, les 500, enfin vraiment vous ruinez pas pour des Post-it parce que en droit tout le monde achète les Post-it transparents de la marque Post-it qui coûtent genre 5 €, il y en a 10 dedans, c'est abusé vraiment. Du coup ne vous faites pas avoir avec ça parce que c'est vraiment l'arnaque. Mon code couleur pour les... J'ai pas encore terminé de la noter hein. Vous avez au-dessus déjà tout ce qui est fin. Donc le rose comme c'est le mariage, tout ce qui est fin du mariage, donc le divorce, ça va être des flèches. Alors que le reste c'est des carrés, vous voyez. Donc tout ce qui est flèche c'est fin. Le jaune comme c'est le pax, c'est la fin du pax. Tout ce qui est en fait rose c'est le mariage. Tout ce qui est
orange c'est l'adoption. Oui, c'est l'adoption. Tout ce qui est bleu c'est le concubinage. Tout ce qui est jaune c'est le Pax. Et il me manquera du coup plus que le vert qui sera la filiation. Voilà. Un des meilleurs endroits c'est les Francis Lefebvre. Alors là franchement vous pourrez pas trouver mieux. Les Francis Lefebvre ils sont ouf. Celui-là, le problème c'est qu'il est 2018 donc il est pas à jour. C'est ça le plus gros problème que j'ai avec celui-là. Voilà, une partie sur les enfants et là vous avez 1 milliard d'infos. Il est super précis donc vous avez vraiment à chaque fois des catégories, des arrêts, vous avez à chaque fois le nom, le numéro de l'article du code civil. Vous avez des trucs parfois qu'il n'y a pas dans les autres livres parce qu'il est beaucoup plus précis. Du coup c'est super pratique pour certains arrêts précis qu'on a à faire ou à commenter. Donc celui-là vraiment, moi je l'ai emprunté à la BU parce que son vrai prix est de 135 € je crois. Donc non merci, j'ai pas envie de payer 135 €, mais il est excellent. Après si vous le trouvez d'une édition plus récente c'est mieux parce que c'est vrai que celui-là j'ai eu des problèmes au niveau du divorce. Je vous conseille de le coupler avec 2 autres livres qui sont excellents et cette fois qui sont à jour. Celui-là, il est génial. C'est un LJDJ qui est à jour cette fois. Il est moins... En fait, ils sont complémentaires les deux, mais celui-là est un peu moins détaillé. Par contre, vous allez avoir des choses que vous n'avez pas dans l'autre. Vous allez avoir aussi un plan que je trouve plus simple, surtout à retenir. C'est un peu plus facile à comprendre, etc. Celui-là est mieux fait, je trouve, que celui-là. Mais le contenu est moins précis. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment ça se complète bien. Mais celui-là il est à jour et il est excellent, vraiment. Un excellent aussi, c'est celui-là, qui est beaucoup plus gros, que j'ai aussi emprunté à la BU. Mais je crois qu'il coûte pas très cher. Ouais, voilà, il coûte 40 €, c'est hyper surprenant. Aussi là-dedans, ce qui est intéressant pour des dissertes, par exemple, c'est l'évolution du truc. Donc l'évolution du divorce pour consentement mutuel, du concubinage, le Pax, pourquoi ça a été créé, etc. C'est super intéressant. Vous avez tellement de trucs là-dedans. Ça, c'est une encyclopédie du droit de la famille, vraiment. Enfin, j'en ai testé beaucoup ce semestre de droit de la famille parce que j'ai beaucoup mis l'accent sur mes TD de droit de la famille. En droit langue, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour faire nos TD. Ce qui fait que on va se concentrer vraiment parce qu'une plaquette de TD, ça met quoi 8-10 heures à faire dans les deux matières. Donc le problème, c'est que on peut pas généralement faire les deux en une semaine en fait. Donc on va faire soit le constit, soit le civil. Et moi, comme je préfère le civil et que je suis meilleure en civil, en constit j'ai 11,5 de moyenne en TD. Et en droit de la famille, attention, un truc de malade, j'ai 17,85 de moyenne en droit de la famille en TD. Mais du coup, tout ça pour vous dire que très souvent j'ai privilégié le droit de la famille. Et du coup j'ai dû emprunter beaucoup de livres pour pouvoir vraiment bosser mon droit de la famille. Cette sélection là que je vous montre des 3 livres avec le code, c'est vraiment... j'ai quand même beaucoup essayé de livres différents et au final c'est vraiment les meilleurs que j'ai trouvés. Mais après peut-être que dans d'autres BU il en existe des encore meilleurs, je sais pas. J'ai donc TD1 concubinage et Pax, TD2 avant mariage, TD3 formation du mariage, TD4 effets patrimoniaux extra-patrimoniaux du mariage, TD5 cas procédure et effets du divorce, établissement contentieux de la filiation en TD6, principes généraux établissement contentieux et contestation de la filiation TD7 et assistance médicale à procréation et adoption en TD numéro 8. Et ça c'est ma plaquette de TD tout simplement et c'est là qu'on va passer le plus de temps dans cette vidéo. Alors moi j'utilise comme logiciel pour ouvrir mes TD et je vous le conseille vraiment Microsoft Edge. Nous notre plaquette ressemble à ça, donc comme je vous dis le programme des 8 séances, c'est pas comme au lycée, hein, c'est vraiment très précis. Chaque semaine t'as un titre à ta séance et tu vas faire que ça de ta séance, hein. C'est pas on fait un peu de ça, on parle un peu de ça, c'est vraiment tu corriges les trucs précisément 1, 2, 3, 4, 5, tu corriges et tu poses les questions et tout. Au premier semestre on se rendait vraiment pas compte de la chance qu'on avait parce que notre prof de CM exigeait de nous que 2 fiches d'arrêt par semaine et un plan de commentaires d'arrêt. Au deuxième semestre, comme vous pouvez le voir là, l'ensemble des documents doit être traité sous forme de fiches de jurisprudence, donc ça correspondait à entre 6 et 7 fiches d'arrêt par semaine, avec en plus un exercice qui était le plus souvent un cas pratique. Notre note a été fixée donc avec une note de cas pratique, moi j'avais eu 18, une note d'interro de cours en amphi, moi j'avais eu 19,5 et une note de galop d'essai, je viens d'avoir ma note ce matin, j'ai eu 16. Donc là, nous on a de la méthode pour nous aider, donc de la méthodo, c'est très important la méthodo en droit, méthode du cas pratique, de la disserte et du commentaire d'arrêt. Donc vous avez le titre de la séance de TD, nous c'est comme ça que ça se fait après, et vous avez dedans des arrêts.
Donc document 1, l'arrêt, la date, et vous avez après l'arrêt avec à la fin par ses motifs. Soit il casse et annule, soit il rejette le pourvoi. Je vous en parlerai après des cas pratiques. Pour l'instant, je vais me concentrer sur les fiches d'arrêt parce que 6 à 7 fiches d'arrêt à faire par semaine, ça met quand même beaucoup d'heures, clairement. Alors, c'est un peu compliqué, je vais vous expliquer en détail, mais ça dure longtemps parce que c'est très précis ma manière de fonctionner. Du coup, vous avez en fait un arrêt, donc une décision de la Cour de cassation. Très souvent c'est la Cour de cassation. On a eu une fois le Conseil d'État, mais très souvent c'est la Cour de cassation. Et très souvent même c'est la première chambre civile de la Cour de cassation. Parce que c'est elle qui s'occupe majoritairement du droit de la famille. Et du coup, le problème avec les fiches d'arrêt, c'est que des fois t'as des arrêts qui sont longs et tu te souviens pas de ce qui a été dit. Donc par exemple, c'est le cas de cet arrêt-là. Ce qui se passe, c'est que je surligne avec Microsoft Edge et j'annote mon arrêt avant même de faire ma fiche d'arrêt pour me souvenir de ce qu'ils disent dans chaque paragraphe. Parce que sinon, ils disent 1 milliard de trucs dans un paragraphe et vous vous souvenez jamais. Et du coup, au moment de faire votre fiche d'arrêt, ça vous prend le triple de temps de devoir faire des allers-retours entre votre arrêt, votre fiche d'arrêt, renoter ce qu'ils ont écrit, puis vous vous souvenez plus. Au moment où vous l'avez lu, vous avez compris, mais maintenant vous avez plus compris, vous savez plus. Enfin, voilà. Donc à noter, mais ça fait gagner un temps fou, vraiment. Ça m'a vraiment sauvé mon deuxième semestre au niveau des fiches d'arrêt parce que sinon mais j'étais perdue quoi. Du coup en jaune je mets les faits, toujours. Donc vous surlignez en jaune, vous avez juste pour surligner sur Microsoft Edge, vous faites juste ça. Et ensuite vous choisissez votre couleur tout simplement. Donc moi je surligne en jaune les faits, donc qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite vous faites ça et là vous allez pouvoir écrire sur ce paragraphe là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi je mets les dates. Qu'est-ce qui s'est passé? Homme se marie avec autre homme de nationalité française auquel il était lié par un Pacs depuis 2004, patati patata. Je répète ça mais d'une manière beaucoup plus condensée, facile, voilà, pour faire ma fiche d'arrêt après. Et je fais ça pour tout. Donc tout ce qui est vert, c'est tout ce qu'a dit la cour d'appel ou alors les moyens du pourvoi. Donc ce que disent ceux qui sont pas d'accord avec la cour d'appel quoi. Donc là je dis moyen numéro 2 et là je dis qu'est-ce qu'il dit le mec et qu'est-ce qu'a dit la cour d'appel. En gros, et je fais ça tout le temps. Tout ce qui est bleu, c'est la décision de la Cour de cassation. Parce que vous voyez, en plus, des fois, ça se mélange les décisions entre tout le monde. Et du coup, vous savez plus qui a dit quoi et vous êtes complètement paumé. Surtout que là, c'était un arrêt difficile. Donc, franchement, revenir dessus. Et il est long en plus. Et vous voyez, celui-là, il est quand même assez long. Il fait 3 pages. Donc, vous vous souvenez plus de ce qui a été dit dans le premier paragraphe, quoi. Voilà. Et là j'ai fait vraiment pareil pour toute la séance. Celui-là aussi était long. Ça c'était du Conseil d'État. Vous voyez c'est quand même assez long. Donc pour vous souvenir de toutes les 3 pages là c'est une galère. Donc voilà. Et j'ai fait la même méthode à chaque fois, toutes les semaines. Donc une fois que j'ai fini de tout annoter et de tout surligner avec mon code couleur, je commence mes fiches d'arrêt. Alors en fait pour apprendre, parce qu'il y a un moment aussi c'est bien beau de faire cet été mais il faut aussi apprendre le cours. Du coup pour ça j'utilise en fait des lutins. Je mets en fait au début du chapitre un plan. Voilà, hop, concubinage. Là vous avez le plan du CM. Comme ça quand j'ai à apprendre je sais exactement les parties que j'ai à apprendre. Là vous avez du coup votre CM. Tout ça c'est, j'ai imprimé mon CM tout simplement. Hop. Et là je passe au, vous voyez à la fin du CM. Hop, travaux dirigés. Et là, je vois document 1. J'ai dessus mon arrêt. Bon, là, il était très court. Ma fiche d'arrêt. Je prends des notes après dessus en TD où je corrige en TD à la main dessus. Document 2, l'arrêt, la fiche d'arrêt. Je fais ça pour tous les arrêts, comme vous pouvez le voir. Il y a l'arrêt, la fiche d'arrêt, des annotations, patati patata. Voilà. Et à la fin, hop, tableau récapitulatif des arrêts vus dans ce TD. Lisez votre cours pour les partiels ou pour les galops d'essai, vous n'avez pas le temps de relire 56 fiches d'arrêt qui font entre une demi-page et une page chacune. C'est pas possible. Donc du coup le tableau récapitulatif comme ça, je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure, c'est super utile. Ensuite mon cas pratique de la séance bien sûr, celui-là était assez court. Tout ça c'est des corrections que j'ai fait à côté pendant le TD. Et je fais à chaque fois genre l'avant-mariage, là vous avez mon cours sur l'avant-mariage, donc tout ce qui est fiançailles et tout. Et ensuite je vais mettre hop travaux dirigés sur l'avant-mariage. Comme ça j'ai pour un seul thème, donc tout ce qui est fiançailles, au même endroit je vais avoir mon CM et mes TD. Et mon récapitulatif d'arrêt. Et mon cas pratique. J'ai vraiment tout au même endroit sur un même thème. Comme ça quand je veux réviser ce thème là, j'ai pas besoin de chercher à droite à gauche où sont mes TD, où sont mes CM et tout. Donc c'est super utile.
une fois que j'ai utilisé Microsoft Edge, je fais copier-coller de l'arrêt. Par contre là on a un attendu de principe extrêmement important qu'il faut qu'on connaisse. Donc là je l'ai surligné. Et là vous avez ma fiche d'arrêt. Donc la fiche d'arrêt, moi je la fais une fois que j'ai fini de tout annoter sur Microsoft Edge. Après chacun a son mode de fonctionnement. Moi je le fais après parce que du coup j'ai l'esprit plus clair. Je vois exactement ce qu'a dit la cour d'appel, ce qu'a dit la cour de cassation, quel était le problème de droit. Dans mon esprit tout est plus clair. Après vous pouvez faire aussi au fur et à mesure, mais c'est un peu plus compliqué je trouve. Une première partie de la fiche d'arrêt ça va être la présentation de l'arrêt. Donc c'est toujours la même phrase. Il s'agit d'un arrêt soit de cassation soit de rejet. Vous regardez juste ce qui est écrit là. Rendu par la première chambre civile de la cour de cassation, vous mettez la date, relatif à, et là vous mettez le thème, en gros, que vous dégagez de l'arrêt. Donc ça, jusqu'ici ça va. Ensuite, vous avez les faits. Donc votre phrase en l'espèce, et là vous dites qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, une femme a donné naissance à un enfant le 29 octobre 1994, et ce dernier a été reconnu par son père dans l'acte de naissance. Ok. Ensuite, après, procédure. Donc là, vous allez mettre, en gros, qui a assigné en justice qui? Donc là, le 26 juin 1995, la mère de l'enfant forme une action en contestation de la reconnaissance paternelle de son enfant et sollicite une expertise sanguine. Des fois, vous n'avez pas cette info-là, à ce moment-là, vous le mettez pas, vous dites juste une des parties a assigné l'autre en justice, c'est tout. Après, tout ça, on vous le dira en TD1. Ensuite, parfois, vous savez quelle juridiction a rendu un jugement en premier, parfois, vous le savez pas. Là, moi, je le savais pas, donc j'ai mis une juridiction de première instance rend un jugement. À la suite de cette décision, c'est toujours la même phrase, À la suite de cette décision, un appel est interjeté par la mère. Donc là, je savais que c'est la mère qui avait interjeté appel pour contester la première décision. Donc je l'ai mis. Parfois, on le sait pas, on met juste un appel est interjeté. Point. La cour d'appel. Donc là, je savais pas quelle cour d'appel c'était, mais normalement, on est censé dire la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel de Bourges, la cour d'appel de patati patata. Vous dites la ville, c'est écrit normalement sur l'arrêt. Dans un arrêt dû, et là vous avez la date. Moi là, j'avais ni la cour d'appel ni la date. Donc j'ai juste mis la cour d'appel. A par la suite débouté la mère de sa demande en estimant que celle-ci n'avait pas apporté la preuve du caractère mensonger de la reconnaissance paternelle de l'enfant et que la charge de la preuve revient au demandeur. Ça c'est la décision de la cour d'appel que vous formulez en réduite. Après il y a quelques fois où elle est beaucoup plus longue à résumer que ça. Mais là c'était assez simple, donc on n'avait pas beaucoup d'infos, donc j'ai juste fait une phrase là-dessus. Qu'est-ce qu'a dit la cour d'appel? Ensuite, paragraphe suivant. C'est le pourvoi en cassation. Donc qui n'était pas d'accord avec la cour d'appel. Donc un pourvoi en cassation est formé dans le but de contester la décision rendue par la cour d'appel. Là je sais pas qui l'a fait, donc je mets une phrase comme ça. Ensuite, problème de droit. Là vous devez schématiser qu'est-ce qu'elle a dû se demander la cour de cassation pour rendre cet arrêt. Donc ainsi la cour de cassation a dû se demander, lorsqu'elle est demandée à l'occasion d'une action en contestation de la reconnaissance paternelle pourtant établie, l'expertise médicale est-elle de droit? Donc ça c'est mon problème de droit. C'est un peu plus difficile à dégager au début, mais moi personnellement j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. Et ensuite, vous dites donc la décision de la cour de cassation, tout simplement. Donc la première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 28 mars 2000. Ça encore une fois c'est des phrases toutes faites. Ici elle a cassé, donc cassé annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles. Ça c'est les articles sur lesquels elle se base. En effet, la Cour estime que les juges du fond ont violé les 2 articles du Code civil, là où ils ont faussement appliqué ce blablabla, voilà. Et vous faites ça à chaque fois. Donc là, document 2, hop, ça c'est ma fiche d'arrêt. C'est toujours les mêmes étapes. Donc après, ce qui est plus difficile, c'est dans des arrêts comme ça, par exemple, qui sont longs. Celui-là, ça va, mais c'est plus... Vous voyez là, parfois... Là, par exemple, c'est un peu plus long, la cour d'appel. La cour de cassation, parfois, répond des trucs plus longs aussi. Donc voilà, ma fiche d'arrêt, hop. Vous voyez là aussi il y a quand même plus de matière, parce qu'il y a des arrêts qui sont plus longs, plus détaillés, donc voilà là aussi, vous voyez c'est vraiment toujours la même chose. Et à la fin, fiche de jurisprudence, et là je mets mon récapitulatif avec mon tableau, donc il fait en général à peu près une page. Donc dans mon tableau, je mets la date de l'arrêt, donc celui que je vous ai lu là c'est le 28 mars 2000. Relatif à... Donc, de quoi il parle? Ici, c'est le droit à l'expertise biologique en cas de reconnaissance paternelle. Question posée. Pour la reconnaissance paternelle, expertise biologique est-elle de droit? Conclusion. Oui. Et je mets soit oui, soit non, comme vous pouvez le voir. Oui. Et après, j'argumente vite fait. Peu importe si la preuve rapportée ou pas du caractère mensonger de la reconnaissance paternelle. Et ensuite, notion et article important. Là, j'ai recopié la phrase qui est hyper importante qu'on doit connaître. J'ai mis arrêt de principe parce que c'est un arrêt super important.
Et il n'y avait pas d'article vraiment hyper important à retenir dans ce cas-là. Mais je trouve que faire le tableau, là, c'est hyper utile au moment des révisions. Ça prend un tout petit peu de temps et quand on a fini une fiche d'arrêt, enfin quand on a fini les 7 fiches d'arrêt en général, on n'en peut plus et on a juste envie d'arrêter et pas de faire un tableau. Mais je vous promets, c'est un temps de gagner pour plus tard. Vraiment, c'est important. Donc ça, par exemple, c'est sur ma dernière plaquette. J'ai encore la même méthode, vous voyez, je fais toujours la même chose. Le 2 là il était un peu long, donc du coup ma fiche d'arrêt est plus longue aussi. Ça c'est tout ce qu'a dit la cour d'appel. Ça c'est tout ce qu'a dit la cour d'appel. Et ça c'est tout ce qu'a dit la cour de cassation. Ça c'est sur l'adoption. Et là à la fin, fiche de jurisprudence. Là on a plus de texte. Donc là on a l'article 3 de la Convention de New York, l'article 8 de la CEDH. Et parfois on a des articles, voilà, comme ça là, ça. Qui ont en plus tous les mêmes numéros quoi. Genre comment tu veux ne pas te mélanger là-dedans. Bref. Du coup voilà, et ça je le fais vraiment toutes les semaines. Et ensuite j'imprime et je mets à la bonne place avec mon CM correspondant au même thème. En général ça dépend beaucoup quand même pour les fiches d'arrêt le temps que je vais mettre à les faire. Mais c'est vrai qu'en général, notamment sur les dernières, la fiche d'arrêt, j'ai dû mettre vraiment beaucoup de temps à le faire. Ça veut dire peut-être entre 6 et 8 heures par semaine à faire toutes les fiches d'arrêt. Et encore 6, je pense que je suis un peu gentille. Et dans chaque semaine, en plus des fiches d'arrêt, vous avez l'exercice pratique. Donc nous, comme je vous ai dit, très généralement, ça va être tout ce qui est cas pratique. Très souvent. Donc en gros, un cas pratique, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un mec qui vient vous voir, ou une meuf. Ça, c'est un commentaire d'arrêt, évidemment. Je vais vous montrer celle sur le divorce. Donc ce cas pratique était assez court. Du coup, là vous avez un cas pratique, donc on va vous dire concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez lire si vous voulez. Mettez pause si vous voulez et lisez, mais je vais pas tout lire sinon la vidéo va durer vraiment beaucoup trop longtemps. Et souvent, il y a un mec, une meuf qui veut divorcer. Bon là c'était ça, il veut divorcer, mais il sait pas comment faire, patati patata. Vous êtes l'avocat, donc vous devez trouver... Là ça a l'air sympa quand je le dis, mais en vrai un cas pratique ça met 8 heures à faire, c'est une horreur. En vrai c'est super intéressant. Moi c'est mon exercice préféré, le cas pratique. Vraiment, j'adore faire des cas pratiques. Mais par contre c'est vrai qu'il y a un truc qu'on peut pas enlever au cas pratique, comme la plupart des exercices juridiques d'ailleurs, c'est que c'est très long à faire. Celui-là je crois que c'est celui où j'ai eu 18. Je crois. Donc du coup, ça c'était donc le cas pratique sur la séance sur le divorce. Donc vous dites en gros, enfin ça après c'est une méthodologie beaucoup moins précise, mais il faudra demander vraiment à votre prof, votre chargé TD, parce que ça dépend beaucoup des chargés TD, voire même des profs de CM. Vous avez aussi votre propre méthodologie. Dans les cas pratiques c'est moins strict qu'en commentaire d'arrêt ou en disserte. Et ensuite du coup vous devez déterminer donc par exemple la cause de divorce. Donc là moi j'ai dit qu'il ne pouvait pas se divorcer pour faute par exemple, et ensuite tu dois dire pourquoi. En gros, tu prends un problème qu'il y a. Donc là, par exemple, est-ce qu'ils peuvent divorcer avec un divorce sans caractère contentieux, c'est-à-dire soit par consentement mutuel, soit pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Du coup, là, tu dois dire dans un premier paragraphe toutes les lois, enfin pas toutes, mais les lois qui t'intéressent sur ce sujet-là. Donc ça va être les lois vraiment basiques. Donc là, l'article 229 du Code civil, par exemple. De mémoire, oui, c'est ça. Et vous allez dire en gros que la loi prévoit 2 cas de divorce contentieux, pour cela il faut patati patata, vous mettez toutes les conditions pour chacun des divorces qui vous intéressent, etc. Que le niveau légal, vous vous occupez pas de votre cas pratique, vous vous occupez pas des gens qui vous posent des questions. Et ensuite vous mettez en l'espèce, et là vous appliquez le droit aux faits. C'est-à-dire vous voyez en l'espèce, est-ce que c'est possible un divorce pour faute? Bah ici c'est pas possible, tout simplement parce qu'il y a marqué que Monsieur Denis est irréprochable, donc il a pas fait de faute, même si après il faut tempérer un peu bien sûr, mais c'est vraiment très intéressant, je trouve, les cas pratiques. Après voilà, c'est très long, comme je vous disais, à faire, ça met vraiment beaucoup d'heures. Et en plus des fiches d'arrêt, c'est un travail un petit peu titanesque. Après, j'attends quand même la L2 pour me prononcer, si ça se trouve, ça sera pire. S'il y a des L2, L3 ou peu importe qui passent par ici ou plus, est-ce que si vous avez fait du droit de la famille en première année, est-ce que vos TD étaient de la même manière? Genre est-ce que vous aviez autant de fiches d'arrêt et tout à faire? Ça m'intéresse vraiment de savoir ça. Le truc c'est qu'à Tours on est quand même très bien classé, on est 4ème de France en fac de droit. En fait la fac de droit de Tours elle est assez réputée, donc du coup je pense qu'ils sont un peu chiants avec ça les profs, et que du coup ils sont encore plus durs avec nous. Donc je vous la conseille à 1000%, mais après c'est vrai qu'il faut pas vous attendre à avoir des super notes en TD, vraiment. Ça s'améliore avec le temps, regardez je suis le parfait exemple. À ma première note de TD en droit constit,
j'ai eu 4, après j'ai eu un 3, enfin vraiment ça allait pas du tout alors que j'ai quand même eu 18 au bac, enfin je m'attendais pas à avoir 4 en première note de fac quoi, ça m'a vraiment fait mal au cœur, j'ai cru que j'allais abandonner vraiment, mais la fac de droit c'est vraiment plus une épreuve psychologique, faut vraiment tenir en fait sur la durée, c'est plus vraiment voir si vous allez tenir ou si vous allez avoir vraiment pas assez de courage, de motivation et tout pour et vous allez lâcher quoi. C'est plus une épreuve comme ça en fait clairement. Même si ça demande aussi beaucoup de réflexion, etc. Bien sûr, évidemment. C'est pas pour rien que les études de droit sont si difficiles. Mais c'est vrai que ça demande surtout de la force et du soutien au niveau psychologique, moral. Parce que parfois on a vraiment envie de lâcher parce qu'on donne tout, on passe des heures et des heures sur nos TD, sur nos CM, on fait que ça de notre life quoi, surtout en droit langue. Alors là on n'a aucune vie sociale, clairement, au-delà de la fac. On passe nos journées à la fac de 8h à 20h voire 22h. Même en période de pas partiel, hein, vraiment H24 à la fac, on pense qu'à la fac, on est hyper stressé tout le temps, on a des examens tous les jours. Et en plus de ça, quand tu te tapes un 3 ou un 4, t'as juste une envie, c'est de te barrer, clairement. Mais faut tenir parce que regardez, j'ai eu 4. Au deuxième semestre, ma moyenne de TD est de 17,80. Donc vraiment, tenez bon. Et si vous bossez à fond sur vos TD, sur vos fiches d'arrêt, sur que vous trouvez que vous trouvez la méthode qui vous correspond, parce que là je vous ai présenté la mienne, mais vous pouvez utiliser une autre bien sûr. Moi c'est celle qui me correspond, que j'ai réussi à trouver en droit de la famille, mais elle correspondra pas à tout le monde et chacun doit trouver sa propre méthode. Franchement c'est faisable, c'est possible. Et je vous assure que on profite encore plus quand on a une bonne note qu'au lycée par exemple, où c'est déjà agréable, mais là quand vous avez une bonne note en droit c'est encore plus savoureux. Même clairement moi qui fais une autre licence à côté, ma licence d'LEA me procure pas autant de satisfaction quand j'ai une bonne note parce que c'est moins rare tout simplement. En LEA c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir des bonnes notes, donc on savoure moins on va dire. Alors que là en droit quand vous avez un 16, franchement mais vous le savourez à 200%, vraiment, croyez-moi. Et je peux vous assurer qu'une des clés de la réussite en fac de droit, c'est les TD. C'est de vraiment faire vos TD, mais à 200%, pas juste les bâcler, écrire vite fait à côté de votre arrêt qu'est-ce qui s'est passé dedans, sans avoir vraiment compris parce que vous n'y avez pas passé des heures. Il faut pas hésiter à passer des heures sur vos fiches d'arrêt, à vraiment tout donner sur vos TD, même s'il faut pas non plus délaisser le CM, hein, parce que c'est vrai que je me suis fait avoir là-dessus au premier semestre, mais c'est super important, mettre le paquet sur la méthodo, etc. Mais les TD c'est vraiment ultra important, s'il vous plaît, ne négligez surtout pas les TD. Voilà, je pense que j'ai été assez précise sur le sujet quand même, je vous ai beaucoup détaillé tout ça, comme à mon habitude j'aime beaucoup détailler. J'espère que ça vous aura servi.